Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 10 heures et l'événement Retail Connect continue, commence même, on est encore au début de cette grande journée ensemble. Alors la distribution n'est plus l'unique enjeu pour nos retailers. Il faut proposer sa valeur ajoutée, il faut produire une expérience unique, il faut fidéliser et c'est les échanges qu'on va avoir tout au long de cette journée. Ils tournent autour de ça, ils tournent autour également surtout là en l'occurrence, on va parler mode circulaire, on va parler durabilité, avec du coup Damien Pelé, directeur RSE et communication corporate du groupe SMCP. Salut. Bonjour, bonjour à tous. Et tu es accompagné de Stéphanie Evenot, directrice conseil expert du groupe CGI. Donc un cabinet de conseil très important. Bonjour à tous. Bonjour, installez-vous. On ne vous oublie pas parce qu'il y a des gens à distance, mais il y a également des gens sur place, voilà, qui, entre les deux conférences, sont en train de revenir. Donc, aujourd'hui, très important, on parle dans le monde de la mode, donc, de plus en plus de l'effet, des vêtements qui sont de plus en plus jetés rapidement. On les ça pas beaucoup. Le coût énergétique également, le coût environnemental d'un produit, d'un vêtement. C'est des sujets qu'on a énormément en bouche en ce moment. Je vais laisser la parole justement pour pouvoir discuter de tout ça à nos intervenants et je vous invite à distance, puisque vous êtes nombreux depuis chez vous, à interagir. Moi, sur mon téléphone, je peux voir vos questions, donc n'hésitez pas à les utiliser. Stéphanie, Damien, je vous en prie. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'intervenir avec Damien. Donc, je suis Stéphanie Evenot du cabinet CGI Business Consulting et en fait, j'interviens dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération de la mode circulaire. Alors, la Fédération de la mode circulaire, c'est une fédération qui a à peine un an, qui réunit plus de 200 adhérents dans le commerce circulaire, des acteurs qui soient de la production, de la réparation, de la distribution, du commerce, de la logistique, de tous les systèmes. Et l'objectif de cette fédération, c'est de faire en sorte que la boucle circulaire soit bien bouclée et que du coup les acteurs entre eux créent des synergies pour faire en sorte que cette économie circulaire devienne de plus en plus vertueuse. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Damien, que je vais laisser se présenter lui-même. Bonjour à tous, donc Damien Pelé, je suis directeur RSE et de la communication corporate du groupe SMCP. Donc le groupe SMCP, c'est un groupe qui rassemble les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, qui fait environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui est présent dans 45 pays. Moi, j'ai un parcours qui est entièrement consacré à la RSE. J'ai passé 7 ans dans le conseil chez PricewaterhouseCoopers et 8 ans aux Galeries Lafayette, où j'étais en charge de ces sujets de développement durable. Merci Damien. Alors pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à cette mode circulaire, donc il faut comprendre que vraiment c'est une industrie qui est très polluante. Aujourd'hui, on se parle de 92 millions de tonnes de déchets textiles dans le monde à date. C'est aussi la deuxième industrie la plus polluante au niveau de l'eau et de gaz à effet de serre, plus que les transports réunis avec le transport maritime. Enfin bref, c'est vraiment extrêmement polluant. Et si on continue comme ça, on se parle de 148 millions de tonnes à horizon 2030. Mais par ailleurs, c'est aussi un business qui est en pleine expansion. On se parle de 165 millions de dollars à date dans le monde et qui devrait faire x4 d'ici 2030. La mode circulaire représenterait 23% du chiffre d'affaires de la mode dans les prochaines années. Aujourd'hui, on est à 3,5%. Ça représenterait jusqu'à 23% au niveau de la mode circulaire. Et pour le coup, ce qui est très important, c'est de se dire, voilà, on a une industrie polluante, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? Et ensuite, par rapport à cette croissance exponentielle, quelle est l'évolution et les enjeux de ces nouveaux business models pour accompagner cette croissance? Du coup aussi, se dire que par rapport à la mode circulaire, ça comprend la seconde main. La seconde main, vous savez tous ce que c'est, on se parle de produits d'occasion. Ça représente quand même presque 70%, en horizon 2030, 70% du business. On aura à peu près 25% sur la location
et le reste sur la réparation et l'upcycling. Donc on a une très très grosse majorité du business qui est consacré aux produits de seconde main. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Du coup, les objectifs pour les retailers dans la mode circulaire, quelque part aujourd'hui, ils sont tous en train de s'organiser, de tester, de mettre en place des actions pour mettre en place des actions qui vont permettre de s'améliorer. Et du coup, ça commence par le sourcing, un sourcing plus responsable, mais aussi du dépôt-vente, de la location, de l'abonnement. Il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place. Mais finalement, pourquoi ils font ça, ces retailers, dans la mode? Donc, au global, on parle d'attirer une clientèle plus jeune, fidéliser les clients actuels, améliorer l'engagement de leur marque, d'une marque plus responsable, et à la fin, essayer de générer du revenu. Comme vous le savez, on est de plus en plus sensibles, nous, en tant que consommateurs, sur des marques qui sont responsables. Et la clientèle plus jeune est encore plus sensible à cet effet de responsabilité. Donc, naturellement, on a la chance d'avoir aujourd'hui Damien qui représente le groupe SMCP. Tu vas intervenir tout au long de cette intervention pour nous expliquer les actions que vous mettez en place au niveau du groupe. Déjà, est-ce que tu peux commencer par partager avec nous quels sont tes objectifs pour vous au niveau du groupe? Alors déjà, bon, les objectifs que tu cites font tous partie des objectifs qu'on s'est donnés en lançant ces business, notamment dont je vais vous parler de la seconde main et de la location. Déjà, le premier constat, vous l'avez vu, c'est 23 à 30% du marché en 2030. Donc, de toute façon, pas s'en occuper, ça serait quand même un peu inconscient de notre part. C'est le premier point. Donc, la question va être en fait de se dire, est-ce que tout ce business va être capté par des plateformes type Vinted, ou, ce qui est le cas à l'heure actuelle, à 90%, ou alors est-ce que les retailers vont réussir à réinternaliser ce marché de la mode circulaire? Évidemment, nous, on souhaite arriver on pense qu'on a notre rôle à jouer là-dedans. Sur les aussi autres facteurs, on pense que de plus en plus, pour vendre de la première main, le client aura en tête sa revente. De plus en plus de gens achètent une pièce, d'autant plus quand elle est d'un certain prix, en se disant dès le départ, ok, je l'achète 300, mais en fait, peut-être que dans un an, je peux la vendre 200, donc en réalité, elle me coûte 100. Et donc, ne pas comprendre ces mécanismes-là aussi serait une erreur de notre part. Par rapport à nos engagements environnementaux, on s'est défini une trajectoire carbone de réduction de notre empreinte qui vise à être en accord avec l'ambition fixée par les accords de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et clairement, quand on fait les modélisations avec notre croissance, si jamais on ne rentre pas dans un modèle circulaire, c'est-à-dire si on ne découple pas croissance de augmentation des volumes de production, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de développer assez massivement la circularité, donc les matières recyclées, la seconde main notamment, pour pouvoir tenir nos objectifs environnementaux. Et dernier avantage aussi qu'on y voit, c'est en internalisant et en gérant nous-mêmes ce type de business, on récupère des données extrêmement intéressantes. Déjà, on récupère des données sur finalement c'est quoi nos pièces de seconde main qui ont de la valeur sur le marché de la seconde main, ce qui potentiellement nous donne plein d'indications sur par exemple le taux de démarque à leur appliquer. Après tout, si jamais elles se vendent très bien sur le marché de la seconde main, on pourrait peut-être moins les démarquer. Et également des informations très intéressantes sur les défauts. L'usure, etc. que peuvent avoir les vêtements. Quand vous les récupérez, quand vous les rachetez auprès de vos clients, vous arrivez à en tirer des conclusions sur les potentielles failles, fragilités de ces vêtements que vous allez pouvoir remonter aux équipes production pour les améliorer. Très bien, c'est très clair, effectivement, complémentaire. Alors du coup, par rapport à ces objectifs, les retailers rencontrent un certain nombre de problématiques. Évidemment parce que ces modèles sont nouveaux. Et donc, finalement, on manque de maturité par rapport à cette évolution. Et du coup, la méconnaissance des différents acteurs et leurs activités. Il y a aussi un phénomène de difficulté à internaliser certaines activités, qu'elles soient logistiques, marketing ou commerciales. Parce que pour le coup, comme on est dans des nouveaux schémas, on n'est pas en capacité aujourd'hui d'internaliser au niveau des marques et des groupes ces savoir-faire. Et naturellement, ça a aussi un impact sur les revenus et le fait que ces modèles ne soient pas encore rentables. Donc, naturellement, tout ça est encore très nouveau. Je suppose que toi aussi, au niveau du groupe, tu partages
normalement ces problématiques-là. Quelles sont tes priorités? Enfin, quelles sont les principales problématiques pour toi au niveau de SMCP? Nous, on s'est lancé donc il y a un peu plus d'un an sur ces sujets et on l'a tout de suite lancé en se disant il faut que ce soit un business. Il ne faut pas que ce soit qu'une action RSE à viser purement de marketing et de communication. Ce n'est pas l'idée, parce que de toute façon, si ce n'est pas rentable, ça restera petit, et donc ça n'aura pas d'effet de toute façon à long terme sur la réduction de notre empreinte environnementale. Donc l'obsession a été de rendre ce business rentable, ce qui est loin d'être évident, c'est vrai. Pour en avoir observé beaucoup aux Galeries Lafayette, je peux dire que la majorité ne le sont pas. Nous, on a réussi. Enfin, ils ont réussi, parce que moi, je suis arrivé récemment, donc je ne me le mets pas à mon compte. Hein. On a réussi, notamment sur la seconde main, à rendre les choses rentables, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a nécessité beaucoup de réglages. Ça a nécessité plusieurs mois de réglages, d'appropriation, de temps dédié aussi. On avait sous-estimé le temps. On disait, bon, bah voilà, on a une plateforme, ça va se faire un peu tout seul, on va sous-traiter les opérations logistiques. Non, il faut vraiment consacrer du temps à quelqu'un qui va en permanence revoir les prix, prêter attention au look and feel aussi. Au début, on avait sous-estimé l'importance du shooting des produits. Les gens s'attendaient, quand ils étaient sur un site Sandro, à ce que les produits soient bien mis en avant et pas mis en avant comme ça pourrait être fait par un particulier sur un site C2C. Donc, on a fait tous ces petits réglages qui fait qu'on est arrivé à une rentabilité qui est moindre, oui, que de la première main, mais c'est de la rentabilité. Donc, c'est quand même très positif et encourageant. Maintenant, la question qu'on se pose, et je pense que tous les retailers se la poseront à un moment, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur des partenaires, hein, clairement. Et la question est pour l'avenir, je pense, et si on veut scaler les choses, les développer, est-ce que ça passera par une internalisation? Et là, on ne parle pas de la même chose, hein, parce qu'effectivement, si on commence à internaliser de la logistique, internaliser du contrôle qualité, de l'authentification de produits, du nettoyage, etc., vous partez tout de suite sur des investissements qui n'ont rien à voir. Mais peut-être est-ce quand même la clé d'une rentabilité et d'une croissance du modèle, car évidemment, plus vous avez de sous-traitants, plus vous avez d'intermédiaires, plus votre marge se réduit. Oui, tout à fait, à l'instar de Fnac Darty, hein, qui lui commence à internaliser ces sujets-là, notamment en ayant créé une école, une académie pour la réparation. Et c'est un sujet qui n'est pas simple à gérer, parce qu'il y a tout un sujet d'adoption, de formation, de logistique, effectivement. Donc voilà, on est encore sur quelque chose de nouveau. Et on se disait aussi qu'il y avait encore une méconnaissance de l'ensemble de ces acteurs, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'internalisation. Du coup, quid des bonnes activités et des acteurs pour créer des synergies? Et c'est la raison pour laquelle, avec la Fédération de la mode circulaire, hein, qui est soutenue par Bérangère Couillard, qui est la ministère de la Transition écologique, on s'est lancé dans un chantier pour cartographier vraiment l'ensemble des acteurs du commerce circulaire, afin d'identifier finalement tous ces acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de pouvoir clarifier toutes leurs activités au sein du cycle de vie du produit, et ensuite de pouvoir créer des synergies entre ces différents acteurs et optimiser la circularité. Et donc c'est une carte qui a pour vocation de rester vivante, qui sera publique et collaborative, puisque bien sûr c'est une activité, une économie qui est en mouvement perpétuel. Des acteurs naissent tous les jours avec de nouvelles activités. Donc voilà, c'est quelque chose qui est initié, qui est en train de sortir et qui sera ensuite mis à jour en permanence pour pouvoir offrir la possibilité aux acteurs de désiloter leur organisation et de pouvoir travailler mieux ensemble pour ces fameuses synergies. Et du coup, pour vous montrer plus en détail, finalement, quand on parle de cycle de vie du produit dans la mode circulaire, ce que c'est, on commence par la partie sourcing et éco-conception. Donc ici, le sujet, c'est de pouvoir de travailler sur la recyclabilité du produit du futur, et donc d'avoir des produits qui sont éco-conçus, qui sont plus durables, notamment en se disant, voilà, dès sa production, quand il sera arrivé à la fin de sa vie, comment on pourra le déconstruire pour ensuite récupérer l'essentiel et qu'il ait une nouvelle vie. Après, vous connaissez le cycle classique de la première vie du produit, hein, c'est celle de l'époque. Et tout d'un coup, on s'intéresse à ce nouveau modèle dans son cycle de vie. On va collecter ce vêtement et travailler sur sa revalorisation et sa transformation. Après, il y a une logistique re-commerce qui rentre en jeu, qui est nouvelle, parce que pour le coup, avant, c'était la logistique à grande échelle, de grand volume, mais là maintenant, on se parle de pièces uniques, de collecte et de tri,
qui est toute une logistique à mettre en place. Puis enfin, pour arriver à la distribution et la commercialisation de ces produits de seconde vie. Et après, à la toute fin, réintervient de la nouvelle logistique pour la gestion des déchets. Donc c'est là l'ensemble de la mode circulaire. Et on va zoomer avec vous sur certaines de ces phases pour vous expliquer un petit peu quels sont les enjeux, comment les marques s'organisent autour de tout ça. Alors si on fait un zoom sur la revalorisation et la transformation, en fait on a 4 grands modèles. On a l'upcycling, dont vous avez forcément tous entendu parler. Et en fait c'est très simple, c'est comment revaloriser un produit et lui apporter plus de valeur que sa valeur initiale. Donc vous prenez une chute de tissu, de la matière, un produit, un vêtement par exemple, et vous le transformez pour lui donner une seconde vie. Alors pour vous donner un exemple d'une marque, on a Petit H qui source chez lui des tissus, des chutes de cuir, etc. pour créer des nouveaux produits qui, eux, donc ces produits-là n'avaient plus aucune valeur, hein, ces matériaux-là, et tout d'un coup, ils vont le revendre aux consommateurs. Ou vous avez des marques comme Marine Serre qui, elle, va, avec sa propre marque, créer des vêtements à base de textiles qu'elle a récupérés pour pouvoir créer de tout nouveaux produits. Donc là, on est vraiment sur une démarche d'upcycling. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la boucle fermée. Pourquoi la boucle fermée sur le recyclage? C'est tout simplement de la mode vers la mode. Donc on est sur l'industrialisation d'un produit qui, du coup, va redevenir un nouveau produit. Alors, on parle de l'industrie TLC, c'est textile, linge de maison, chaussures. Chaque fois, vous entendrez parler de TLC. Du coup, vous prenez un vêtement qui, du coup, va être transformé en déchets textiles. Ces déchets textiles, on parlait de recyclabilité, c'est très important, vont pouvoir ensuite être retravaillés, reproduits, refabriqués pour créer un tout nouveau produit. Donc là, on est sur la boucle fermée. Puis, vous avez la boucle ouverte. Tout simplement, un produit qui était mode et qui va changer d'industrie pour aller vers de la construction, vers de la décoration. Et donc là, c'est un processus où il y a quelque part une espèce de dégradation. On parle aussi de downcycling, où l'utilisation du produit, le TLC, va se transformer par exemple en isolant ou en décoration d'intérieur. Donc là, vous voyez sur ce visuel, des déchets textiles ont été utilisés autrement. Donc c'est toute cette dynamique-là. Et enfin, la réparation, mais la réparation, elle existe depuis toujours, sauf que c'est effectivement une des actions clés en termes de revalorisation et de transformation, c'est de se dire finalement, pour prolonger la vie du produit, on le répare. Les marques le font de plus en plus, hein, c'est quelque chose que vous voyez aussi émerger, c'est les marques vous vendent un produit et elles vous proposent maintenant de la réparer. Mais c'est aussi des plateformes qui se mettent en place pour le consommateur, qui sont multimarques, hein, qui récupèrent les produits, vous les réparent, et tout un nouvel écosystème qui se met en place autour de la réparation et de l'entretien. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites également au niveau du groupe SMCP. Quelles sont vos priorités du coup? Est-ce que vous travaillez sur ces 4 sujets? Je crois que oui, tu as un retour d'expérience à nous faire? Oui, alors quelques commentaires sur tous ces sujets. Alors l'upcycling, vous avez compris, c'est une démarche qui ne pourra jamais traiter des immenses volumes, mais qui est intéressante. On l'utilise notamment avec nos défectueux. Hein. Donc on a des produits défectueux, voilà, on peut pas les remettre en vente, mais il y a quand même du beau tissu à utiliser. Donc vous les coupez, vous en refaites un autre produit, une pochette, quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique et qu'on pratique de plus en plus. C'est quand même plus intéressant que d'aller les broyer et d'en faire quelque chose qui est vraiment, pour le coup, du downcycling. Ça, je dirais que en termes de recyclage, c'est un peu ce qu'on appelle le Graal. Donc c'est vraiment la boucle parfaite. Hein. Ça, c'est malheureusement moins de 1% des volumes. Parce que c'est extrêmement compliqué, à partir d'un vêtement, de refaire un vêtement. Pourquoi? Parce que vous regarderez vos étiquettes, hein, ça ne vous a pas échappé qu'il y a des mélanges de matières. Coton, élastane, polyester, tout ça est mélangé, tissé ensemble. Alors imaginez après quand il va falloir le défibrer pour essayer de reisoler le coton, reisoler le polyester, c'est extrêmement compliqué, tout est mélangé. Et il y a des technologies, mais elles ne sont pas encore vraiment à des échelles industrielles. Donc on sait que ça va beaucoup se développer, mais la majorité du marché restera quand même sur la boucle ouverte pour les 10 prochaines années. Là, nous, on en fait avec des limites techniques. Hein. Par exemple, on sait qu'on ne peut pas monter au-dessus de 25-30% de recyclé sur du coton parce que la fibre a été abîmée
lors du process industriel. Elle a été réduite, sa longueur a été réduite. Donc voilà, il y a des seuils qui augmentent. Hein. Il y a 3-4 ans, c'était 10-15%. Donc vous voyez, ça augmente, il y a de l'espoir. Mais en tout cas, voilà, on utilise sur le coton notamment. Sur la boucle ouverte, bah voilà, c'est tout le reste, comme tu l'expliquais très bien. Donc ça, c'est à faible valeur ajoutée pour le moment. Donc pour le moment, c'est limite pas rentable tout ça. Et tout l'enjeu va être de trouver quand même des débouchés, parce que ça va rester le débouché principal jusqu'en au moins 2030, des débouchés à minimum rentables. Donc peut-être notamment dans l'industrie automobile, il y a peut-être des choses intéressantes à penser. Vous voyez, tous les feutres qui sont dans les habitacles des voitures, ça pourrait très bien être un débouché intéressant et beaucoup plus développé. Quant à la réparation, il y a une vraie volonté en France. Il y a un contexte très particulier qui est la mise en place, alors ça vaut aussi bien pour l'électroménager d'ailleurs que pour les vêtements, la mise en place à partir de cette année d'ailleurs, hein, par l'État, de ce qu'on appelle un fonds réparation. Un fonds réparation, c'est quelque chose qui va être payé par les marques en réalité indirectement. Il y a une taxe qui est payée par chaque marque à chaque fois que vous mettez une pièce sur le marché. Et une partie de cet argent va alimenter ce qu'on appelle un fonds réparation. Ce fonds réparation, il aura pour objectif de prendre en charge une partie du coût de la réparation du consommateur. Ça pourra couvrir jusqu'à un tiers du coût, donc c'est quand même pas négligeable. Donc il va y avoir un vrai appel d'air au cours des prochaines années sur ce sujet, tout en sachant que la limite de la réparation dans notre secteur est qu'on considère que si jamais la réparation coûte plus du tiers du prix neuf du produit, le client préférera acheter un autre produit. Et ce qui est dingue, hein, mais en France, le prix moyen de vente d'un produit de mode, alors c'est très loin des prix qu'on pratique chez SMCP, mais c'est 12 €. C'est la réalité. Donc c'est 12 €, c'est le prix moyen neuf d'un vêtement en France. Donc le prix moyen d'une réparation est de 12-14 €. Donc ça veut dire qu'elle devient quand même, pour que ça soit un tiers du prix neuf, pour qu'elle devienne quand même intéressante financièrement pour un client, ça veut dire que ça nous amène vers des produits vers 40, 50, 60 €, vous voyez. Donc c'est vraiment cette zone de produits-là, à partir de 40, 50, 60 € d'achat neuf, que la réparation peut devenir une alternative économiquement intéressante pour le consommateur, d'autant plus qu'elle va être fortement soutenue par l'État. Effectivement, quand tu parles de 12 €, ça fait un gros challenge. Sur ces 4 grandes actions possibles, ça dépend aussi pour les marques, les groupes, hein, que ce soit de petites entreprises jusqu'aux grands groupes, une question de stratégie. C'est de se dire, finalement, aujourd'hui, les entreprises veulent investir dans la mode responsable, dans la mode circulaire, mais tout ne pourra pas être mis en place. Donc, il faut choisir ses batailles. Il y a un sujet d'image de marque, de conviction, de client, hein, qui est de cible et de positionnement de marque. Donc, il se trouve que SMCP touche un peu tous les sujets, hein, ce qui est unique, un peu comme leur rentabilité. Parce qu'on a différentes marques aussi, et clairement, il y aura des marques qui iront plus naturellement sur la réparation et d'autres plus sur la location et sur la seconde main. C'est vrai qu'on ne peut pas être à fond sur tout. Et j'imagine que c'est ce que tu voulais dire. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Et puis ensuite, il y a aussi un sujet d'investissement. Et de se dire, finalement, si on doit choisir l'upcycling, en fait, c'est une question de stratégie d'entreprise. Et il se trouve qu'ils t'ont nommé sur ce poste parce que c'est important pour eux en termes de projection. Les entreprises ne sont pas tous encore équipées de leur direction RSE, mais c'est un tel chantier avec tellement de projets à mettre en place qu'effectivement, il y a beaucoup à faire et il faut choisir finalement qu'est-ce qui sera une priorité pour la marque, sachant que même en commençant par la réparation, il y a déjà un enjeu économique. Donc voilà, grand sujet encore en perspective. Alors si on se penche maintenant sur la commercialisation de tout ça et de cette seconde main, donc finalement, historiquement, la mode circulaire est née du C2C. Vous connaissez tous Vestiaire Collective, même Le Bon Coin, Vinted. Ça représente encore 90% du chiffre d'affaires. Donc c'est finalement le C2C. Hein. Donc la première lettre, c'est la provenance. Hein. C'est donc le C, c'est pour consommateur. Et la dernière lettre, retour au consommateur. Donc quand on parle de ces différents modèles, on a voilà, le C2C. Et donc dans ce contexte, les consommateurs vendent aux consommateurs. Maintenant, avec la mise en place de plateformes qui sont de plus en plus professionnelles. Après, vous avez aussi le modèle du C2B2C. Et donc, ça reste assez nouveau. C'est finalement le consommateur qui va revendre son produit soit à la marque, soit à un tiers, à une entreprise,
à travers un don. Donc, on a l'Emmaüs qu'on connaît depuis toujours. Mais aussi, maintenant, vous pouvez, contre achat ou contre des bons d'achat, vendre vos produits et continuer à acheter d'autres produits. Donc, on est dans un cercle vertueux. Donc, ça, c'est tout un modèle qui se met en place. Vous avez le B2B2C. Donc, ça, c'est quand même assez récent dans la mode circulaire. C'est finalement la mise en relation de professionnels qui vont récupérer des produits pour les revendre aux marques qui le revendront aux consommateurs. On a pris l'exemple de Crushon, qui est une plateforme B2B qui met en relation des professionnels afin de pouvoir proposer une mode vintage de qualité et en volume. Donc ça, c'est vraiment de tout nouveaux business. Et il y a pléthore de startups et d'entreprises qui se développent là-dedans pour justement essayer d'apporter une offre la plus qualitative et avec le plus de volume possible. Enfin, on a le B2C, donc ça c'est le modèle d'antan, qui consiste à avoir une marque qui vend à ses consommateurs, mais la nouveauté, c'est ces nouveaux business que sont la location et l'abonnement. La location, ça permet de pouvoir profiter des nouveautés et à un moindre coût, quelque part, voilà, avec une dégradation du prix tout en accédant à de la nouveauté. Et l'abonnement qui vous permet également de pouvoir profiter de nouveaux produits avec une offre personnalisée et de vous permettre, voilà, de pouvoir tous les mois changer. Vous avez Petit Bateau qui fait ça, mais vous avez aussi d'autres marques qui s'y mettent, proposer tous les mois des nouvelles offres qui fait que vous avez un meilleur prix par rapport au prix intrinsèque du produit. Finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles-là, ils sont aujourd'hui... Normalement, on parle d'omnicanalité. Ça, si vous êtes là pour le retail, l'omnicanalité, la data, c'est au cœur de vos priorités. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce sont des modèles qui vivent principalement en ligne. Et en fait, c'est assez évident parce que tout simplement, déjà, il y a un sujet de cannibalisation en retail. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est que vous avez des magasins physiques. Avoir aujourd'hui une offre full price et dans un coin une offre de seconde main, ça peut potentiellement en magasin cannibaliser les produits full price. Et par ailleurs, au niveau du merch, ce n'est pas forcément optimal non plus. Mais surtout, au niveau de l'offre et du volume, finalement, il y a un sujet de collecte de vos produits. Et ensuite, pour garantir aux clients l'offre la plus large possible, c'est beaucoup plus facile à offrir en ligne que de l'offrir en magasin physique. Vous aurez 3 queues de cerises dans chaque boutique. Donc là, pour le coup, SMCP, vous êtes présent sur ces différents business models. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur comment vous fonctionnez? Alors, sur le modèle seconde main, ça a été lancé en 2021 chez Sandro et en 2022 chez Mage. Et chez Sandro, c'est présent en France et en Allemagne. Alors, le principe, c'est en ligne, comme tu le disais. Donc, il y a un rachat. Donc, le consommateur envoie à une adresse dans un colis. Il remplit d'abord un questionnaire sur quel est l'état de son produit, selon lui, etc., etc. Il répond à quelques questions assez simples. Il y a une estimation de prix qui lui est faite en ligne. Après, si jamais il la trouve intéressante, il met ses produits dans un colis, c'est envoyé chez un de nos partenaires qui va donc vérifier que la qualité des produits correspond à la déclaration du client. Et donc, si c'est le cas, on va donc faire une offre de rachat immédiate au client sous forme de bon d'achat. Donc voilà, tout de suite, on lui dit, bon bah voilà, on vous rachète vos produits, par exemple 100 €. Ces produits sont rachetés, le bon d'achat est généré. Le bon d'achat peut être utilisé par le client en ligne, en magasin, cumulatif au solde ou pas, sans limite, sans condition minimale de dépenses. C'est tout de suite activable. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un entrepôt qui centralise, chez un partenaire, qui centralise donc toutes ces pièces collectées. Elles sont bien sûr authentifiées, c'est important. Elles sont lavées. Et après, elles sont shootées. Donc, on les prend en photo et mis en ligne, donc sur un site, pour être vendues. Et donc après, c'est comme un site de e-commerce classique. Voilà, elles sont vendues. Vous avez toutes les pièces qui apparaissent sur ce site. Alors l'avantage pour le vendeur, c'est reprise immédiate. Donc vous n'avez pas à négocier.
Vous n'avez pas à négocier, vous avez une reprise immédiate, un rachat immédiat, et vous avez, je dirais, rien à faire, pas de photos à faire, pas de négociation à faire. Donc voilà, c'est une démarche, vous avez juste à mettre vos pièces à un moment dans un paquet, et plus vous en préoccupez. Donc je dirais que c'est la facilité et l'immédiateté. Et au niveau de l'acheteur, l'intérêt, c'est la garantie que c'est un produit authentique. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et la possibilité de retour est également extrêmement facile, ce qui est toujours un peu plus compliqué quand vous achetez auprès d'un particulier sur un site. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a développé. C'est le modèle, je dirais, dominant. Et l'objectif est de maintenant de l'ouvrir dans différents pays européens. Donc l'Allemagne, je vous ai dit, et là, plusieurs projets sont en cours cette année. Modèle seconde main, modèle location. Donc, qui existe. Alors, on a 2 modèles location. On a le modèle location internalisé chez Mage. Donc, eux, ils ont commencé par ça parce que Mage est notamment connu pour voilà, toute une offre qui est très liée aux cérémonies, aux mariages, aux événements. Donc, ça s'y prêtait quand même pas mal, la location. Donc là, le principe, bah, voilà, il y a un certain nombre de pièces qui sont offertes à la location. Donc, un minimum de 2 jours. En moyenne, le prix, c'est 25 € par jour de location. Donc typiquement, vous avez un mariage, bah voilà, vous pouvez louer pour 50 € une tenue de soirée. Et donc là, voilà, vous la recevez et vous la renvoyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, tout est en ligne. Donc il y a ce modèle-là, et il y a un autre modèle qui fonctionne en partenariat avec des sites de location, où là, on envoie du stock à un site de location spécialisé. Et le modèle le plus abouti, c'est aux États-Unis, avec le site Rent the Runway, qui est vraiment l'acteur dominant aux États-Unis. Et là, on a d'ailleurs aux États-Unis des volumes de location beaucoup plus importants qu'en Europe. C'est intéressant de voir qu'il y a une spécificité du marché américain, mais qui n'est pas propre à nous, qui est vraiment... tous les acteurs qui se sont essayés à la location vous le diront. Par rapport à l'Europe, c'est même pas par rapport à la France, il y a une bien plus grande appétence à la location aux États-Unis, parce que vraisemblablement, il y a beaucoup plus d'occasions, de cérémonies et de culture à s'habiller, même pour des événements qui nous paraîtraient anodins. On s'habille, et puis on n'a pas envie de s'habiller 2 fois de la même façon. Donc l'offre est beaucoup plus... le business est beaucoup plus développé en fait, sur ce sujet, sur ce segment aux États-Unis. Mais par contre, la seconde main, c'est beaucoup plus Europe. Du coup, on se rend compte, avec tes explications, à quel point le support, les fonctions support sont extrêmement importantes pour arriver à faire fonctionner ces grosses machines. Et donc, voici une araignée qui n'est pas exhaustive. Alors, pour le coup, c'est très important. C'est-à-dire que vous avez bien sûr la partie commercialisation. On a parlé des différentes façons de traiter le produit. Mais derrière, c'est tout un tas d'acteurs et d'activités qui sont mis en place pour pouvoir accompagner cette mode circulaire. Donc, on commence par, bien sûr, les sujets de financement et de conseil. Vous avez Refashion, qui est l'éco-organisme qui permet de renseigner les entreprises sur tous ces sujets-là. Mais vous avez aussi des instances publiques. Vous avez probablement vu la nouvelle instance du Conseil national du commerce fin avril, qui vient de sortir, notamment avec le soutien de Bérangère Couillard sur ces sujets-là. Il va y avoir des groupes de travail sur la consommation durable. Donc, il y a tout un accompagnement aussi du gouvernement pour nous accompagner. Des cabinets de conseil comme CGI Business Consulting, par exemple, qui travaillent sur la cartographie, comme je vous l'ai expliqué, mais qui travaillera aussi sur de la méthodologie pour accompagner les différents acteurs dans le développement de leur business, des bureaux d'études, des fonds, etc. Donc, c'est toute une organisation au niveau du conseil et des financements, parce que bien sûr, les petites entreprises, les startups ont besoin d'être accompagnées pour financer leur startup. Mais ça, on va dire que c'est presque la partie la plus simple et classique et connue. Parce que finalement, on parlait d'écosystèmes, de difficultés, de désiloter toutes ces activités. Ce qui est étonnant, c'est qu'on se penche tout d'un coup dans ce re-commerce sur toute la partie logistique, service et techno. Ici, on a splitté la partie logistique-service de techno et de solutions, mais finalement, on se rend compte que beaucoup d'acteurs ont des activités multiples. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on a mis la logistique et les services qui gèrent et collectent les produits et puis les tris, des plateformes qui vont faire du e-commerce, d'autres qui accompagnent sur des solutions de revalorisation de stock dormant, mais en même temps, ces mêmes acteurs vont parfois aussi avoir des technologies pour gérer les pièces uniques,
Il y a aussi des solutions qui proposent de l'aide pour le pricing grâce à la data. Alors, on a peu parlé de pricing, mais c'est tout un sujet. C'est-à-dire de se dire finalement combien on revalorise le prix du produit de seconde vie, hein, que ce soit juste un produit de seconde main ou un produit qui a été upcyclé ou downcyclé, comment on trouve le juste prix par rapport au marché. Donc là, il y a énormément d'enjeux par rapport à ça. La mesure de l'impact environnemental, donc ça c'est effectivement c'est évident. Mais disons que voilà, dans les acteurs qui gravitent autour de ces sujets-là, la logistique, les services et les solutions sont extrêmement importants pour arriver à professionnaliser tout ça et aider les acteurs et notamment les retailers à se développer. Et après, tu le disais tout à l'heure, hein, on parlait d'authentification des produits. Et ça, c'est vrai que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on disait que le C2C, finalement, c'est la majorité du business. Hein, et donc, évidemment, C2C, c'est-à-dire que l'entreprise et la marque ne maîtrisent pas la revente de ces produits-là. Donc, même si un vestiaire collectif certifie l'authenticité de certains produits de valeur, c'est pas forcément le cas voire pas du tout le cas d'un Vinted et Le Bon Coin. Hein, donc, on ne peut pas maîtriser tout ça. Donc, il y a aussi un enjeu et énormément d'entreprises qui se créent, notamment en ligne. Hein, ce sont des plateformes avec de la haute technologie derrière pour certifier et authentifier les produits. Donc, on a ce sujet d'authentification, de certification sur les produits de luxe notamment, et de labels. C'est-à-dire que les entreprises, aujourd'hui, elles essayent aussi, notamment pour tout simplement un sérieux, hein, pour garantir que finalement, elles sont conscientes et répondent à un cahier des charges, essayent de se labelliser pour que le consommateur qui veut acheter responsable soit certain que la marque qu'il achète est labellisée. Donc, il y a tous ces sujets-là. Et enfin, on parlait aussi rapidement tout à l'heure, notamment avec la conférence en plénière, des contraintes réglementaires, qu'elles soient commerciales ou environnementales. Donc, il y a la loi AGEC hein, qui est sortie en 2023. Et donc, la loi AGEC impose aujourd'hui aux entreprises dans le textile. Donc, pour cette année, ça concerne les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros. Mais dès 2025, c'est les entreprises qui seront à 10 millions d'euros qui devront être exemplaires sur cette loi-là. Et ça consiste à avoir une traçabilité géographique sur les étapes clés de la production. Donc, pas nécessairement sur l'étiquette, mais au moins sur une fiche technique. Et on parle du passeport qui est en marche hein, et qui devrait arriver à un moment donné pour assurer la traçabilité. Donc, tous ces sujets légaux. Et donc là, pour le coup, on a pas mal échangé effectivement avec Damien sur leurs problématiques et sous tous ces supports qui viennent aider le business. Je crois que tu as pas mal de choses à partager sur ces sujets-là, notamment de traçabilité, Damien. Oui, sur la traçabilité, on s'est engagé l'année dernière avec un partenaire sur un grand projet de traçabilité donc, qui permet, en scannant les QR codes des pièces de nos collections, donc d'avoir une visibilité. Alors, au-delà de la réglementation s'arrête à l'étape de tissage. Et donc, nous, l'objectif est de remonter jusqu'à la matière première, donc jusqu'au champ de coton, par exemple. Et donc, il y a tout un travail de traçabilité qui est fait, où on informe le client sur absolument tout. Hein, qui est le fournisseur, est-ce qu'il est labellisé, comment ça a été transporté, par quel mode de transport. Donc ça, on le développe et je pense que l'avenir sera, si on parle de circularité, pour le moment, cette information est intéressante pour d'autres sujets de maîtrise des enjeux environnementaux et sociaux, mais n'aide pas à la circularité. Donc, ce qu'on remonte à l'heure actuelle, c'est voilà, où ça a été fabriqué, etc. Ce qui sera clé demain, d'avoir comme information en plus dans ce QR code, ça sera typiquement la composition du produit, parce qu'on se dit oui mais c'est sur l'étiquette, sauf que tout le monde la coupe, donc du coup c'est un problème. Donc le jour où vous aurez la composition du produit qui sera vraiment gravée dans le produit quelque part sur un passeport numérique dont on disait, eh ben, ça facilitera également l'industrialisation du recyclage. Des machines pourront lire de façon automatisée les compositions des produits et les trier, donc ça sera super important. Et imaginez aussi demain, hein, c'est qu'on pourra également tracer. Là, on trace la phase de production, mais quand on pourra tracer la phase d'utilisation. Combien ce produit a eu d'utilisateurs en réalité, combien il a eu de personnes qui l'ont possédé, sera également une information clé qui permettra typiquement de beaucoup plus développer les business de la seconde main. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est la stratégie de l'Union européenne, c'est même pas français, qui a clairement posé le cadre, hein, 2030 maximum.
tous les produits textiles en Europe devront avoir un passeport numérique qui incluront les informations que je viens de vous citer. Donc, de toute façon, c'est l'avenir. Et il y a vraiment quand même un focus réglementaire très spécifique sur le secteur du textile, qui est un secteur qui, pour toutes les bonnes raisons que tu évoquais, sur ses impacts environnementaux, sociaux, a très mauvaise presse. Et les obligations légales dont on parle typiquement de traçabilité, vous ne l'avez pas sur votre téléphone portable. Pourtant, il y aurait quand même à dire sur les terres rares qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, c'est très propre au textile qui est le secteur qui va devoir le plus montrer patte blanche au cours des prochaines années sur les conditions de fabrication et sur la traçabilité de ces étapes de fabrication. Très bien. Merci Damien. Donc finalement, pour conclure, avant de prendre vos questions, ce qu'il faut qu'on se dise sur cette mode circulaire, c'est qu'on est vraiment au tout début de l'aventure. Ce sont des nouveaux modèles. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement craqué toute la complexité de ces systèmes-là. On y travaille, notamment avec la cartographie des acteurs, avec la Fédération de la mode circulaire. Mais ça reste, somme toute, de nouveaux business qui sont rarement rentables. Et pour le coup, il y a quand même un enjeu économique pour les entreprises. On s'est projeté dans des chiffres, on parlait de x4 tout à l'heure, mais ce sera peut-être beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction de la capacité pour les entreprises d'arriver à se transformer dans ces modèles. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est de s'y intéresser, par stratégie des petits pas aussi, de commencer à prendre les sujets et de faire les choses les unes après les autres, et de se dire que c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et pour le coup, c'est vraiment important de s'approprier ces sujets-là, parce que bien sûr, il y a le sujet de la mode, mais il y a le sujet aussi très important, on se parlait de pollution, donc quand on croise finalement nécessité d'agir parce que ce sont des produits polluants, plus un marché exponentiel qui se développe à vitesse grand V, finalement on est sur quelque chose qui est absolument passionnant, mais où le meilleur reste à venir, ou en tout cas avec beaucoup encore de choses à faire, comme en a témoigné Damien. Donc merci pour ton intervention. Je te propose qu'on prenne les questions s'il y en a. Alors, on aura le temps pour une question seulement. Je suis désolé, on a un peu débordé. Ok, est-ce que quelqu'un a une question? Je voulais pas mettre la pression non plus. Vous pouvez poser votre question. Voilà, ce sera la question, monsieur. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, ma question, j'ai peut-être raté le tout début. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments d'économie, de finances sur le circuit de recyclage que vous avez mis en place? Toute cette opération, quand le consommateur remplit le questionnaire, très bien, il l'envoie, c'est assez frais si j'ai bien compris, mais il attend son... Non, c'est gratuit l'envoi. C'est gratuit. C'est gratuit. Très bien. Donc, un élément de plus. Pouvez-vous donner une estimation de combien ça coûte? Est-ce que c'est rentable aujourd'hui? On peut imaginer que ce n'est pas tout de suite. Mais à quelle échéance vous attendez une rentabilité? Sur la seconde main, alors c'est gratuit pour l'envoi pour le client. Par contre, si jamais, imaginons, on constate que ce qui nous a déclaré, genre très bon état, et en réalité c'est pas le cas, et qui veut le récupérer, ça par contre ça sera assez frais. Le retour serait assez frais. Ou alors nous, on le donnera. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Concernant la rentabilité, nous elle est venue au bout de 9 mois. Mais elle est venue. Elle est venue au bout de 9 mois. Sur ce sujet, elle est moindre que sur de la première main, mais elle existe et on a mis à peu près ce temps-là. Non, c'est plus à perte. Eh bien, merci beaucoup. Si jamais vous voulez échanger avec eux, vous pourrez le faire, bien sûr, dans les prochaines minutes. Merci. C'était Damien, Stéphanie avec Retail Connect. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous.